merci à tous et à tous d'être venus ce soir, rythmé par des initiatives comme cette table ronde, par des articles dans les médias, par l'initiative le 11 juin, notée le 11 juin autour de 18h ce lundi, dépôt de gerbe et conférence de presse place Maurice Audin. Donc chaque invité se présentera. Merci Pierre. Donc on va avoir un échange avec trois historiens qui ont travaillé sur des sujets qui ont un rapport direct avec la période dite de la bataille d'Alger. On a un collègue décédé lui aussi, Gilbert Meignier, qui ne voulait pas de cette formule et qui préférait que l'on parle de la grande répression d'Alger de 1957. Et effectivement, c'est beaucoup plus exact que ce terme qui a été finalement forgé par les militaires de l'époque et qui fait partie de leur propagande, si je puis dire, de parler d'une bataille. Bon, c'était une grande répression contre des civils, massive, et parmi ces victimes de la répression, Maurice Audin figure, bien entendu. Alors, donc, on va avoir cet échange. Quelques mots dans le prolongement de ce qu'a dit Pierre Mansat, président de l'association. Cette association avait donc été créée par Gérard Tronel en 2004, au moment où, justement, une place avait été nommée place Maurice Audin à Paris, et il avait été soucieux de maintenir l'idée que le réseau des mathématiciens qui, dès le lendemain de l'enlèvement et de la mort de Maurice Audin, le 2 décembre 1957, avait organisé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne la soutenance in absentia de la thèse de Maurice Audin, de la thèse de mathématiques, qui est resté très vivant, ce réseau de mathématiciens, autour de Laurent Schwartz, autour d'autres, et d'un premier prix de mathématiques qui a été décerné pendant quelques dizaines d'années suivant l'action du comité Maurice Audin. Donc il a été soucieux, Gérard Tronel, de maintenir une initiative parmi les mathématiciens. Il avait donc lancé ce prix franco-algérien de mathématiques qui a été attribué à plusieurs reprises à des chercheurs algériens et français, et il a animé cette association avec beaucoup de cœur et de passion jusqu'à sa maladie et son décès en août 2017. Petite parole significative, il avait choisi l'épitaphe qui devait figurer sur sa tombe, et cette épitaphe est la suivante: il a aimé les mathématiques, il s'est battu jusqu'au bout pour connaître la vérité sur la mort de Maurice Audin. Voilà, c'est ce qui est inscrit donc sur sa tombe selon sa volonté. Alors, après son décès, eh bien, on s'est dit on ne va pas laisser tomber cette association Maurice Audin, et son président Pierre Mansat en a relancé l'activité. Et on a vite été confronté à justement une actualité nouvelle avec, en janvier de cette année 2018, lors d'un hommage à Gérard Tronel à l'université de Jussieu, justement à l'occasion d'une rencontre de mathématiciens, on a été confronté à des déclarations de Cédric Villani, qui est donc médaille Fields de mathématiques, mathématicien tout à fait reconnu, et qui par ailleurs s'est rapproché du parti du président de la République et a eu des échanges avec lui. Et qu'est-ce qu'il nous a dit le 12 janvier de cette année à l'université de Jussieu? Il nous a dit: le président de la République m'a confié, sans intime conviction, que Maurice Audin a été exécuté par l'armée française. C'est les mots exacts qu'il a prononcés. Exécuté par l'armée française. Ah bon? On s'est dit, mais il a tout de suite ajouté, mais il le dira quand il le voudra, etc. Bon. N'empêche qu'il a répété ses propos, entendus de la bouche du président, lors d'un entretien à l'Humanité. Il a eu un interview avec l'UMA, réalisé par Maud Vergnol, chef de la rubrique politique de l'Humanité, qui est paru le 22 janvier. Et dans cette interview, eh bien, il réitère, si je puis dire: en avez-vous parlé directement avec Emmanuel Macron? Est-il prêt à reconnaître l'assassinat de Maurice Audin par l'armée française? Lui demande Maud Vergnol. Oui, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir directement avec le président Macron.
Et à la fin de ce paragraphe, il ajoute « Enfin, et surtout, il a fait part de son intime conviction que, effectivement, Maurice Audin a été assassiné par l'armée française. » À juste il avait dit exécuté, là il dit assassiné. Donc, il réitère. Macron, de son côté, il a fait un petit pas en retrait, car le 13 février, rencontrant des journalistes, il a dit, Maud Vergnol était présente d'ailleurs et peut en témoigner, qu'il n'était pas raisonnable de reconnaître un crime d'État sans avoir les preuves. Donc il n'y a pas de preuves. Donc petit pas en arrière, le 13 février, de la part du président de la République. Ça n'a pas empêché le journal L'Humanité, le 14 février, de publier un nouveau témoignage bien en évidence en une. Ça n'a pas empêché Cédric Villani de participer le 15 février à une conférence de presse à l'Assemblée nationale en compagnie d'un député, Sébastien Jumel, donc pour réitérer la demande. Ça a été filmé, Josette Audin était là, présente, elle s'est exprimée et la demande a été renouvelée d'une reconnaissance. Une reconnaissance. Et Villani répète ce qu'il affirme avoir entendu de la bouche du président. Ce que ce même président ne veut pas dire lui-même, en gros, ou n'a pas encore décidé de dire lui-même. C'est un peu notre rôle d'association, de continuer à interpeller pour que les choses soient reconnues par les pouvoirs politiques français, et notamment le président de la République. Par ailleurs, le président de la République, il avait téléphoné le 11 juin dernier à Josette Audin et lui avait affirmé qu'on pouvait compter sur lui, il dirait les choses, dirait la vérité. Des indiscrétions, je le mentionne aussi, mais qui ne viennent pas de Cédric Villani, mais qui viennent de gens qui fréquentent l'Élysée, et nous disent qu'après son élection, donc en mai 2017, le président Macron a demandé, et avant son coup de fil à Josette le 11 juin, a demandé des dossiers, des témoignages, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, il en est venu à la conclusion, il en serait venu à la conclusion qui correspondrait à ce qu'il a dit à Cédric Villani. Bon. Mais il n'est pas prêt à le dire et il hésite à passer à l'acte, probablement en proie à des réticences de la part de certains milieux que vous pouvez supposer. Bon voilà. Alors voilà où on en est. On en est avec quand même cette situation depuis le début de l'année 2018, qui est quand même très, très gênante, où des choses sont dites, des choses sont rapportées, et rien n'est confirmé, escabité par le président de la République. Alors l'association, je termine cette intro, parce que c'est à vous de parler, l'association a pris une position dans sa déclaration récente, par exemple, et elle la réitérera. Nous demandons une reconnaissance immédiate de ce que l'on sait et de ce que le pouvoir peut reconnaître, peut et doit reconnaître. Nul n'est besoin de recherches plus avancées pour savoir que Maurice Audin a été enlevé, a été détenu, a été torturé et est mort pendant sa détention, quels que soient les mensonges qui ont été ensuite exprimé sur son évasion ou voire d'autres thèses qui ont circulé. Bon, là-dessus, les historiens travaillent et discutent et échangent. Donc voilà où nous en sommes. L'association demande la reconnaissance de la vérité et un certain nombre de citoyens s'y joignent et on va le faire encore donc le 11 juin sur la place Maurice Audin à Paris. Alors voilà, j'ai été un peu long dans cette intro. Je dirais simplement que nos trois intervenants sont des historiens qui ont travaillé sur cette période et j'en dis deux mots, mais ils se présenteront plus eux-mêmes. Sylvie Thénault donc, a beaucoup travaillé sur la justice pendant la guerre d'Algérie. Elle a travaillé sur la commission de sauvegarde, cette espèce d'écran de fumée mis en place par Guy Mollet pour contrer les informations qui filtraient. Elle nous parlera de ses recherches. Et puis, Fabrice Riceputi a publié un livre, Fabrice il est là, il a publié un livre qui s'intitule « La bataille d'Énaudi »,
et qui porte donc sur le boulot qu'a développé Jean-Luc Einaudi, considérable, surtout sur le 17 octobre 61, mais il a lui-même travaillé sur les archives et notamment des fiches établies par un service de police qui a recensé des enlèvements de personnes qui, pour la plupart, se sont trouvées, comme on dit, disparues pendant la dite bataille d'Alger. Et puis, Pierre-Jean Le Foll-Luciani, lui, a travaillé sur les communistes pendant la guerre d'Algérie, tout particulièrement les communistes juifs. Il a fait un bouquin avec William Sportis, Le camp des Oliviers, et puis il a fait une thèse qui est devenue un bouquin, Les Juifs algériens dans la lutte anticoloniale, trajectoire dissidente. C'est un énorme travail. Il y a un très beau site internet aussi. Ouais, et un site internet également. Bon, voilà. Alors, 3 historiens, encore une fois, de leur recherche ne dépendent pas la demande de reconnaissance de l'État. Elle est immédiate et elle est indépendante, mais n'empêche que les historiens essayent de comprendre l'enchaînement des faits et vont essayer de nous dire ce qu'ils ressortent de leur recherche. Et d'abord, Sylvie Thénault, Armée et pouvoirs spéciaux, 1957. La voix des sans-voix. Oui, bonsoir à tous. Peut-être pour une petite précision après cette introduction de Gilles, je crois qu'il faut toujours souligner que les historiens ne sont vraiment pas les seuls à travailler sur cette histoire et sur la recherche de la vérité autour des circonstances de la mort de Maurice Audin. Parce que je trouve que, d'abord, c'est la stricte vérité, et il y a 2 personnes récemment qui ont joué un rôle important, qui s'appelle Nathalie Funès, journaliste, à l'Obs, pardon, et François de Merliac, documentariste, qui est parmi nous. Donc je crois que c'est un peu un piège aussi, le fait de toujours renvoyer aux historiens ce rôle, parce qu'en fait, sur le type d'enquête qu'il faut mener, si on est dans la logique de rechercher la vérité sur les circonstances de la mort de Maurice Audin, les méthodes d'enquête sont partagées entre des historiens et d'autres professions. Et je fais partie des historiens qui ne considèrent pas que le passé n'appartient qu'à des professionnels de l'écriture de l'histoire. Voilà, donc ça me semble important de le dire, et de quelque part de ne pas tomber dans ce piège qui consiste à dire laissons les historiens travailler, et avec ce pari, oui, tu peux montrer le livre de Nathalie Funès. Je vais montrer le livre de Nathalie Funès, Le camp de Lodi, qui est une recherche remarquable sur ce camp qui est l'un des camps d'internement mis en place en 1957 et qui concernait les Européens, parce que justement, oui. Il y en a eu d'autres. Bon. Et voilà. François de Merliac qui est présent, il a fait donc ce film La disparition, qui est aussi un instrument remarquable pour faire des réunions notamment. Voilà. Alors, pour ma part, ce soir, j'ai choisi de présenter effectivement quelque chose qui est issu de mes recherches, puisque comme Gilles l'a mentionné, j'ai fait une thèse il y a maintenant longtemps, qui est parue sous le titre « Une drôle de justice, les magistrats dans la guerre d'Algérie » aux éditions La Découverte. Mais en réalité, le fait qu'il y ait eu des procès devant les tribunaux militaires, notamment des partisans de l'indépendance, des gens du PCA, du MNA, du FLN, ou d'autres personnes qui avaient pu soutenir la lutte pour l'indépendance, est en fait lié directement à l'existence d'une législation d'exception. Ça concerne directement ce qui nous occupe ce soir, parce que ce que je voudrais faire là, c'est rappeler que l'action des militaires à Alger en 1957 est une action légalement encadrée. L'enjeu est fondamental dans le contexte présent, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de soutenir effectivement une demande de déclaration de reconnaissance des responsabilités de l'État par le chef de l'État, parce que en fait, vous le verrez, et ce sera le fil directeur de mon propos aujourd'hui, dans la mesure où les militaires agissaient dans un cadre légal, une législation d'exception organisée depuis Paris par une loi votée au Parlement et des décrets signés par le gouvernement de Guy Mollet, eh bien, il y a une implication au-delà des responsabilités militaires.
Et il me semble que c'est très important à démontrer parce que cela permet de soutenir le fait que, effectivement, une déclaration peut être faite, même si ça n'empêche pas qu'ensuite une éventuelle commission sur la vérité puisse être formée, parce qu'on est bien dans une responsabilité de l'État qui engage aussi le pouvoir politique. Quelles que soient les hypothèses dont on discute autour des circonstances de la mort de Maurice Audin, il y en a 3 si je résume. Il y a l'hypothèse d'un décès sous la torture, il y a la thèse que Pierre Vidal-Naquet a toujours défendue, qui était que Maurice Audin avait été étranglé par le lieutenant Charbonnier, et puis il y a une autre hypothèse qui serait une exécution par un commando spécialisé dans les exécutions sommaires aux ordres de Sarès. Dans tous les cas, il est mort après avoir été arrêté par l'armée et du fait des agissements de l'armée. Alors, le cadre légal et en quoi est-ce qu'il implique les militaires? En fait, je vais revenir d'abord, dans un premier temps, sur la genèse des pouvoirs spéciaux, qui sont le cadre légal strict en jeu en 1957, et précisément sur des dispositions qui ont permis d'organiser ce qu'on appelait à l'époque un système arrestation-détention, dans lequel les militaires avaient les pouvoirs d'arrêter des personnes, de les détenir et de les interroger. Alors, genèse des pouvoirs spéciaux, il faut remonter à la loi d'état d'urgence. Alors, pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal à parler de cette loi. Maintenant, c'est très facile, tout le monde la connaît. Donc, il y a cet article 6 qui est projeté à l'instant et qui indique que le ministre de l'Intérieur, dans tous les cas, et en Algérie, le gouverneur général, peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Il y a une précision fondamentale qui a été ajoutée par les parlementaires auxquels le projet de loi d'état d'urgence avait été soumis, disant « En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps ». En réalité, dès le mois de mai, la loi est votée fin mars 55, elle date du 3 avril, des camps sont ouverts. Mais en 1955, ce sont des camps qui sont sous responsabilité préfectorale, dans lesquels les militaires n'interviennent pas. Donc il s'agit de suspects arrêtés, éventuellement par l'armée, par la police, mais qui sont ensuite placés sous responsabilité des autorités civiles. La loi d'état d'urgence a pris fin en Algérie en décembre 1955 parce que le gouvernement d'Edgar Faure a dissous l'Assemblée nationale et il était prévu que la loi prendrait fin à ce moment-là. Il y a eu des élections législatives en janvier 1956, à la suite desquelles le gouvernement de Guy Mollet a été formé. Et le gouvernement de Guy Mollet, lui, a obtenu du Parlement, avec les suffrages des députés communistes, une nouvelle loi qui est la diapositive suivante, si vous le voulez bien. La loi 56-258 du 16 mars 1956, qui est connue comme étant la loi des pouvoirs spéciaux. Alors elle est très connue, mais souvent on ne prend pas beaucoup le temps de la lire. La loi des pouvoirs spéciaux, c'est une loi qui, en fait, comme son intitulé vous l'indique, permet le gouvernement de mettre en œuvre un vaste programme de réformes économiques et administratives en Algérie, mais ce qui est très important en matière répressive, c'est son article 5, disant que le gouvernement disposera en Algérie des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commanditée par les circonstances en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes, des biens et de la sauvegarde du territoire. Ça, c'est une carte blanche qu'obtient le gouvernement de Guy Mollet, et à partir de là, le gouvernement de Guy Mollet remet en vigueur des dispositions de l'état d'urgence par décret, mais en les approfondissant. Et donc il y a ce décret fondamental du 17 mars, le lendemain de la loi, qui, dans ce que vous voyez ici, son article 1er, remet en vigueur l'assignation à résidence, qui pour l'instant n'est toujours qu'une disposition dont usent les pouvoirs préfectoraux et les autorités civiles, mais ce décret a un article 11, je crois. Alors, article 11 du même décret du 17 mars 1956, le gouverneur général peut instituer des zones dans lesquelles la responsabilité du maintien de l'ordre passe à l'autorité militaire, qui exercera les pouvoirs de police normalement impartis à l'autorité civile. C'est grâce à ce texte que le 7 janvier 1957, le général Massu est dépositaire des pouvoirs de police à Alger.
l'encadrement et ce décret, fondé sur la loi des pouvoirs spéciaux. Par ailleurs, il y a également une modification qui concerne l'assignation à résidence et qui permet aux militaires d'obtenir ce pouvoir. C'est cette circulaire de Robert Lacoste, qui est donc ministre résident en Algérie, c'est-à-dire qu'en fait il est le représentant du gouvernement français en Algérie. Il a été nommé par Guy Mollet à la suite de la fameuse journée des tomates, puisque Guy Mollet avait d'abord nommé le général Catroux, et puis il a été refusé par la foule algéroise mobilisée. Donc Robert Lacoste est nommé en février 1957 à Alger. Et donc, le 11 avril 1957, Robert Lacoste rédige une circulaire dont vous avez ici 2 extraits, qui délègue le pouvoir d'assigner à résidence au préfet IGAM avec la possibilité de les subdéléguer aux autorités militaires. C'est fondamental parce que ça veut dire qu'à partir du 11 avril 1957, les militaires peuvent soit signer seuls des arrêtés d'assignation à résidence, soit en obtenir la signature auprès d'autorités préfectorales. À Alger, le système qui est mis en place, c'est que Paul Tedjen, secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, est en charge de signer des arrêtés d'assignation à résidence lorsque les militaires lui présentent des dossiers et des demandes d'assignation à résidence. Et la circulaire de Robert Lacoste indique également que les personnes assignées à résidence à la demande des militaires ou bien par les militaires eux-mêmes seront détenues dans des centres de détention qui sont sous la responsabilité des autorités militaires, alors que jusque-là, il y avait des camps d'internement, mais uniquement sous responsabilité civile. Et ces lieux s'appellent des camps de triage, et il prévoit qu'il existera un camp de triage par secteur ou par sous-secteur militaire. Maurice Audin a été détenu dans un lieu qui s'appelait le CTT d'El Biar. En fait, ces fameux camps de triage ont fini par être nommés centre de triage et de transit ou centre de tri et de transit. Donc, vous voyez là de 2 façons comment l'action des militaires à Alger était cadrée légalement. Elle était cadrée parce que les militaires ont obtenu la délégation des pouvoirs de police, fondée sur un décret des pouvoirs spéciaux, loi elle-même votée par le Parlement. Et deuxièmement, parce que à partir de cette circulaire de Robert Lacoste, qui est fondée elle-même sur le décret, lui-même fondé sur la loi des pouvoirs spéciaux, eh bien, il a existé tout à fait officiellement des lieux de détention militaires dans lesquels les militaires pouvaient conduire leurs interrogatoires et détenir de simples suspects. Alors, progressivement, l'habitude s'est forgée sur des détentions durant de 1 mois à 3 mois dans les dits CTT, c'est devenu le langage habituel. Alors, cette circulaire de Robert Lacoste, elle a été soumise à une double interprétation. On peut d'un côté y voir la volonté des autorités civiles d'essayer au minimum de savoir un petit peu ce qui se passait dans Alger, parce que Massu obtient les pouvoirs de police en janvier 1957, là on est en avril. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce laps de temps? Ce sont des arrestations en masse, sans qu'il n'y ait de traces. Avec la circulaire du 11 avril 1957, Lacoste a beau jeu de dire que le système a pour but d'au moins obtenir un minimum d'informations, c'est-à-dire que lorsque les militaires viennent demander à Paul Tedjen un arrêté d'assignation à résidence, eh bien au moins, dans ces cas-là, on a une trace qui permettrait de dire qu'un tel est détenu à tel endroit par telle unité. Donc c'est une circulaire qui a pu être présentée du point de vue des autorités civiles comme la volonté non pas de cadrer complètement les actes des militaires, parce qu'on n'est pas innocent à Alger, on sait très bien qu'il y aura toujours des arrestations en dehors de tout cadre, mais au moins d'obtenir un minimum d'informations dans les cas qui sont déclarés. Mais évidemment, il y a une autre interprétation qui consiste à dire que en fait, les autorités civiles passent leur temps à courir après les militaires. Courir après pour essayer de savoir ce qui se passe, qui elles détiennent et où. Et de fait, les CTT, qui ont existé jusqu'à la fin de la guerre,
sont restés des lieux qui sont restés les plus difficiles à pénétrer par les commissions d'enquête jusqu'au bout, y compris à partir de 1960. Il y a en interne des commissions d'inspection des centres de détention administrative qui sont mises en place, et les CTT restent des lieux dans lesquels il est difficile de pénétrer, il est difficile d'enquêter. Quand on peut y enquêter, on s'aperçoit qu'il y a systématiquement des gens dans les CTT dont la détention n'est pas couverte par un arrêté d'assignation à résidence alors qu'elle aurait dû l'être. Ces centres de triage et de transit n'ont pas permis de fait la meilleure information, en tout cas la totale information sur les actes des militaires. Il n'empêche que l'intérêt pour nous historiens, c'est qu'ils ont quand même permis la production de tout un encadrement légal qui est pour nous à minima une source d'information par les arrêtés d'assignation à résidence et les dossiers, qui est arrêté, où sont-ils détenus. Et puis bien sûr, il a toujours jusqu'au bout existé des lieux de détention en dehors des centres de triage et de transit. Voilà, en tout cas, pour moi, ce qu'il y avait d'important à souligner dans ce rappel, c'était que les militaires agissent dans un cadre légal organisé, suivant la volonté du Parlement. La loi des pouvoirs spéciaux, c'est une carte blanche du gouvernement de Guy Mollet, et des décrets du gouvernement de Guy Mollet, ce qui veut dire qu'au-delà des actes des militaires que l'on peut identifier dans le cas de Maurice Audin, c'est bien tout un système répressif qui apparaît, et ce n'est pas qu'un système de répressif militaire, c'est un système répressif qui a l'encadrement légal que je viens de vous présenter. Ce qui veut dire que le pouvoir politique a évidemment des responsabilités à reconnaître, et pas en termes de complicité, en termes d'élaboration d'un système répressif à partir d'un cadre légal fixé depuis Paris et avec une cascade jusqu'à Alger, mais on n'a pas affaire à des militaires agissant seuls en dehors de tout cadre. Évidemment, si on voulait aller jusqu'au bout de cette question de la légalité, il reste la question de la torture qui reste illégale jusqu'au bout de la guerre. Mais là, je vous renvoie aux travaux de Raphaël Branche, qui démontre que même si la torture est restée illégale, elle a été encouragée, tolérée et légitimée, encouragée par les instructions sur la lutte contre le nationalisme algérien, qui préconisent toujours deux éléments fondamentaux. Là, je me fonde sur les travaux de Raphaël Branche pour le dire. D'une part, le caractère d'urgence, et d'autre part, le secret qui doit encourager les arrestations pour éviter qu'une filière soit alertée lorsque l'un des leurs a été identifié par les militaires et est détenu. Toléré, évidemment, parce qu'il y a absence de sanctions de ceux qui pratiquent la torture, et légitimé, puisqu'on a, pendant la bataille d'Alger elle-même, avec notamment le colonel Trinquier, le développement d'une morale alternative de la guerre. Si vous lisez La guerre moderne du colonel Trinquier, il distingue le terroriste du militaire et du guérillero, en disant que le premier, le militaire, respecte les lois de la guerre, le guérillero ne les respecte pas, mais en combattant par les armes, il risque sa vie au combat et il sait qu'il court le risque d'être fusillé, donc il a aussi le droit à une certaine forme de respect dans la lutte contre lui d'un certain nombre de lois de la guerre. En revanche, le terroriste est quelqu'un qui défie les lois de la guerre, qui tue sans s'exposer et qui, à ce titre, doit prendre ses responsabilités en cas d'arrestation. Et, je cite le colonel Trinquier, il devra alors, comme un soldat, affronter la souffrance et peut-être la mort. Donc, voilà, c'était le mot sur lequel je voulais terminer, mais bien argumenter, en fait, cette demande de la reconnaissance des responsabilités de l'État en allant au-delà des actes des militaires sur lesquels on est en général focalisé. Je pense que c'est fondamental de revenir sur le cadre légal parce que c'est ce qui permet in fine d'argumenter sur ces responsabilités de l'État, et je pense qu'il n'y a pas discussion quand on prend le temps de connaître la législation des pouvoirs spéciaux qui est celle qui réglemente l'activité des militaires à Alger en 1957. Merci Sylvie. Ce rappel était effectivement nécessaire car il y a, au-delà des responsabilités de l'armée, des responsabilités politiques. Un seul cas avéré, celui de Khaled Derouala, arrêté le 7 mars 1957, déclaré évadé le 10 et retrouvé
dans un fût métallique rejeté par la mer près d'Alger, le corps réparti en 2 sacs et portant d'évidentes traces de torture. Ce Khaled Derouala avait été assigné à résidence et donc mort sous la responsabilité des militaires, ce qui avait provoqué l'ouverture exceptionnelle d'une instruction judiciaire et qui permettait donc à Maurice Garçon de le citer. C'est le seul cas qu'il peut citer. On a pu l'identifier par ses empreintes digitales, c'est ça? Je crois bien. C'est ce que tu dis dans ton article. Maurice Garçon dit « mais j'ai quand même essayé d'en savoir plus ». Paul Tedjen m'a parlé d'un fichier qui serait tenu par la préfecture et dans lequel on recenserait des personnes arrêtées par les militaires et dont les familles n'ont absolument plus aucune nouvelle, un fichier des disparus. Seulement, ce fichier, donc il leur réclame l'accès, on lui refuse cet accès, on lui refuse poliment, mais fermement. C'est Pierre Bolotte, qui est le directeur de cabinet du préfet Barret, qui vient chaperonner le responsable du service qui devait être auditionné, et qui l'empêche de parler, et qui dit à Maître Garçon, je suis désolé, on ne peut pas vous montrer ça. Enfin bon, il noie le poisson, et Maître Garçon conclut assez furibard, il conclut son rapport en demandant à la commission de sauvegarde d'exiger elle-même la communication de ce fichier, mais la commission de sauvegarde n'exige rien du tout, et ce fichier a été oublié, j'oserais dire presque jusqu'à ce que je tombe dessus par hasard. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en aucune manière d'une liste de gens qui seraient morts sous la torture ou par exécution sommaire entre les mains des militaires. Personne n'a jamais tenu une telle liste, et le préfet d'Alger, Serge Barret, moins que quiconque, parce qu'il était un acteur enthousiaste de l'opération militaro-policière qui se déroulait à ce moment-là, il n'a jamais eu l'intention d'en archiver les crimes. Si on avait demandé au général Massu lui-même de faire une telle liste, il en aurait été certainement incapable, parce qu'il régnait une confusion absolument phénoménale, et lui non plus n'avait pas de liste. Donc c'est autre chose. Alors pourquoi on devait toutefois refuser cet accès à la commission de sauvegarde? Parce que, en fait, ce fichier démontre 3 choses. Il démontre d'abord l'existence massive d'un mode opératoire de la terreur parachutiste à Alger, qui est ce qu'on peut appeler l'arrestation-enlèvement. Il montre aussi son impact terrible sur la population d'Alger. Deuxièmement, il montre que de toute évidence, l'autorité civile n'a plus aucun contrôle sur l'opération militaro-policière. Et troisièmement, ce fichier comporte, dans une proportion qui est inconnue à ce jour encore, mais les noms d'un certain nombre de gens qui ne sont jamais réapparus. Alors, vous avez là une de ces fiches, c'est celle donc au nom de Maurice Audin. C'est une fiche type, hein, donc c'est toutes les fiches, les 800 fiches, j'ai oublié de dire qu'elles étaient 800, portent donc l'identité légale complète, la profession, le domicile et les circonstances de l'arrestation, qui sont donc rapportées par les familles qui n'ont plus de nouvelles, qui sont venues donc à la préfecture signaler le fait, avec donc ici, en cas de découverte, prévenir Madame Josette Audin. Alors je précise que ce que j'ai trouvé, c'est pas l'intégralité du fichier, il en manque une bonne partie, bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, bon, pourquoi la préfecture d'Alger a-t-elle engagé cette collecte? Bon, je ne rappelle pas ici tout le contexte de la bataille d'Alger que vous êtes censé connaître. C'est une guerre de renseignement dans laquelle, à la limite, tout Algérien peut être le premier maillon qui permettra de remonter une filière d'interrogatoire en interrogatoire jusqu'à clandestin de l'organisation politico-administrative du FLN. Cette guerre d'un genre nouveau que Raphaël Manche a bien analysé. Et dans ces conditions, on a immédiatement une véritable explosion des arrestations. Par exemple, dès le 8 janvier, c'est-à-dire le lendemain de l'arrêté préfectoral qui transfère les pouvoirs de police à Massu, les paras raflent 950 personnes dans Alger en une journée, 290 d'entre elles sont emmenées pour interrogatoire, et donc détenues déjà dans des lieux qui sont très souvent totalement improvisés, qui sont très vite des dizaines, c'est des écoles, des fermes, la piscine du stade municipal, enfin bon, la villa Sézigny, évidemment. En janvier, Lacoste dit il nous faut 20 000 places de plus.
Alors, il y a différentes méthodes pour arrêter. Alors ici, c'est Mostefa Ben Mohamed. Ici, on peut voir que lui, il a été arrêté parce que les parrains ont mis la main sur les fichiers DRG. Donc, les premières arrestations sont faites de cette manière, soit par rafle au hasard dans les rues, soit sur la base du fichier. Un fichier qui avait des fiches parfois très anciennes. Alors ici, on voit que lui, il est arrêté parce qu'il est suspect, je cite, grand admirateur de Nasser, sentiment très hostile à la France, serait un sympathisant notoire du FLN, se déclare très habile horloger et s'intéresse aux pièces détachées de réveil matin, s'indigne franchement de la manière de pacifier de l'armée. Ça, c'est le contenu de la fiche qui sert de motivation à l'arrestation de ce type. Et au-dessus à droite, on peut voir qu'il a été assigné à résidence au camp de Paul Cazel, au sud d'Alger, que son assignation à résidence a été annulée le 28 septembre. Il a été arrêté le 26 février, et qu'il est à ce moment-là en cours de libération. A-t-il été libéré? Nous n'en savons rien. C'est un exemple parmi d'autres. Deuxième image, ici. La grève politique de 8 jours appelée par le FLN à la fin du mois de janvier fournit aux parrains un stock considérable de suspects, puisqu'on arrête tout ce qui ressemble à un gréviste. Et donc, on interroge, et ensuite on se livre à des arrestations ciblées, dont je vais parler tout à l'heure, en faire une typologie. Ici, vous voyez le cas d'une personne qui a été raflée. Donc, il a été arrêté le 22 avril 1957, aux environs de la Villa Susini, à midi. Il a été emmené à la Villa Susini. Après demande, sa famille a su qu'il n'y était plus, et demande de ses nouvelles, en cas de découverte, prévenir le capitaine Montaner, qui était un dirigeant d'un SAU, c'est-à-dire l'équivalent urbain des SAS, voilà, qui a été le chef des hiérarchies à Paris. Responsable de la police auxiliaire de Papon à Paris. Le fichier dont je vous parle permet de faire une typologie des arrestations. On a 800 cas qui sont très certainement représentatifs. C'est un échantillon qu'on peut considérer comme représentatif de l'ensemble des dizaines de milliers d'arrestations qui ont eu lieu cette année-là. Sociographie sommaire et sans surprise, le suspect type est un homme à 99%, j'ai 11 femmes. Français musulman à 99%, je dois avoir aussi quelque chose comme 11 Européens. Il a environ 30 ans, il exerce une profession à faible revenu, mais il est rarement chômeur. Il exerce souvent un métier de contact, comme petit marchand de soupe, garçon de café. Je vous ai sélectionné une fiche type. Voilà, monsieur Boitebas. Lui, il est fripier. Il a 27 ans. Il est arrêté le 2 juillet à 1h du matin à son domicile par les parachutistes. Alors, les gens avaient appris à identifier les parachutistes à la couleur de leur béret. Systématiquement, la famille donne la couleur du béret. Et ça, c'est les bérets bleus. Je ne sais plus. J'arrive jamais à me rappeler ce que... non plus. Prévenir sa femme, Madame Boitebas-Zouina, même adresse. Voilà. Donc ça, on peut considérer cet homme-là comme un suspect type. Alors c'est l'arrestation à domicile en pleine nuit qui est privilégiée, selon les consignes du commandement. 64% des gens présents dans les fiches sont appréhendés chez eux entre 22h et 6h du matin, avec un pic entre minuit et 3h. 22% sont arrêtés sur leur lieu de travail, et 14% sur la voie publique, donc généralement lors de rafles et de contrôles inopinés. Le scénario le plus fréquent a été très souvent décrit, il est à peu près invariable. Les parachutistes sont souvent accompagnés d'un guide, un indicateur qui est lui-même fréquemment cagoulé et parfois tout juste sorti d'un interrogatoire sous la torture. Ils prennent position dans la rue et sur les terrasses, ils enfoncent la porte, ils fouillent le logement, procèdent parfois sur place à un premier interrogatoire qui peut être violent. Jean-Marie Le Pen a été accusé d'avoir torturé sur place de cette façon-là dans la presse il y a quelques années. Ils se saisissent d'un ou de plusieurs membres de la famille dont ils possèdent le nom, le chargent leur prise souvent cagoulée dans un camion et continuent une tournée nocturne qui remplit le camion petit à petit jusqu'au petit matin. Il arrive qu'une autre personne que celle qu'on était venu chercher soit arrêtée, un homonyme, quelqu'un qui ressemble au suspect. Et enfin et surtout, aucune explication n'est jamais donnée sur le motif de l'arrestation, ni sur la destination de la personne arrêtée. Et les lieux de détention possibles sont très nombreux, pas toujours répertoriés officiellement, et inaccessibles aux civils, surtout français musulmans. Donc une angoisse s'installe, se diffuse dans les familles, dans le voisinage,
et par capillarité dans toute la société algérienne. Raphaël Branche a assez bien décrit tout ça. Ainsi d'ailleurs que par le petit nombre d'Européens communistes ou progressistes qui est visé par les arrestations. Et cette angoisse est immédiatement faite d'une incertitude sur l'intégrité physique du disparu et sur sa survie. Bien des lettres qui motivent la constitution d'une fiche de recherche, dont un certain nombre sont archivées par ailleurs, supplient d'abord qu'on dise si le père, le fils ou le mari est toujours en vie. Et l'inquiétude augmente bien sûr encore en intensité lorsque ce dernier est un enfant ou un adolescent. 6% des signalés à la préfecture ont entre 14 et 18 ans. L'angoisse augmente aussi bien sûr pour devenir, comme dit Branche, une continuation de la torture par d'autres moyens, avec le temps d'absence qui passe. 20% des signalements faits à la préfecture sont faits 2 mois au moins après l'arrestation, jusqu'à 6 mois pour des arrestations datant du mois de janvier et signalées en juillet et en août. Mais 40% font état d'une durée d'absence de 1 à 15 jours, ce qui montre qu'on s'inquiète le plus souvent très rapidement du sort de la personne arrêtée. Avant de s'adresser à la préfecture, bien des épouses et des mères ont erré en vain de casernes en villa, de centres de tri ou d'hébergement en commissariat en quête de nouvelles. Elles vivent bel et bien ce qu'on appelle une disparition inquiétante, dont elles savent qu'elle pourrait durer et même devenir définitive. Les conséquences en sont non seulement psychologiques, elles en sont aussi matérielles. Beaucoup de lettres, souvent écrites par un écrivain public, supplient les autorités de considérer que dès lors que l'homme de la famille a disparu, elles n'ont absolument, la famille souvent nombreuse, n'a plus aucun revenu et est plongée dans la misère. Dans ce contexte, l'autorité civile ne peut rester sans rien faire très longtemps. Bien sûr, elle a elle-même organisé la répression. Elle l'a encouragé à prendre cette forme en abandonnant sciemment tout contrôle sur ses modalités. Elle se félicite de son efficacité. Elle ne craint pas de protestation collective des Algériens. On ne peut pas aller manifester dans la rue à Alger à cette époque-là. Mais dès les premières semaines de l'opération, les pouvoirs civils sont destinataires de nombreuses interventions demandant instamment des éclaircissements sur la situation de personnes arrêtées. Des interventions d'avocats, d'amis ou d'employeurs européens des personnes arrêtées, de notables, d'anciens combattants algériens ou encore des SAU dont on vient de voir un exemple, mais aussi d'entreprises privées ou de services publics qui ne savent pas quoi faire d'un poste vacant d'un employé ayant été arrêté, ou dont certains services, comme à l'hôpital d'Alger ou à la radio-télévision algérienne, dont certains services sont décimés par les arrestations. Donc l'autorité civile ne peut pas ne pas répondre, ou alors elle reconnaîtrait qu'elle ne contrôle vraiment plus rien. Et c'est pourquoi le 25 février 1957, on charge le SLNA, le service des liaisons nord-africaines, de lancer des avis de recherche. C'est-à-dire qu'on crée un service qui va recueillir, collecter les signalements d'arrestation, enlèvement, et va interroger les autorités qui sont censées savoir où se trouvent les gens, en premier lieu l'armée, mais aussi la police et la direction des camps, qui est censé répondre quelque chose sur la localisation de la personne arrêtée. Les demandes affluent. Les 2 premiers mois, 500 demandes sont collectées, alors que le responsable du SLNA lui-même dit qu'il pense que moins d'une famille sur 3 a osé s'adresser à la préfecture. Ce n'est pas une démarche évidente d'aller se plaindre à la préfecture à Alger à cette époque-là pour un Algérien. D'ailleurs, il se plaint aussi de la concurrence que lui fait Suzanne Massu, l'épouse du général, qui a créé un centre social qui fait le même travail auprès du général et qui recueille elle aussi des plaintes. Donc beaucoup de collectes. À la fin de 1958, la préfecture aura recueilli 2039 requêtes, sachant qu'en 1958, on continue à réclamer des gens qui ont été arrêtés en 1957. Donc l'objectif est relativement correctement rempli par le SLNA. Et qu'en est-il donc maintenant de son objectif de localiser les personnes arrêtées? Alors là, de son aveu même, c'est un échec massif. Dans 70% des cas, soit le commandement militaire n'a apporté aucune réponse à la demande des familles, pas de réponse du tout, soit sa réponse a été jugée insatisfaisante ou non valable par la préfecture. Et le responsable du SLNA se plaint amèrement du silence de l'armée et réclame qu'on fasse quelque chose parce que, dit-il, les musulmans sont mécontents et les avocats me disent que mon service ne sert qu'à donner le change.
Je ne peux pas rentrer ici dans le détail, ça prendrait beaucoup de temps, des différents cas que j'ai pu relever dans les archives de ces réponses problématiques. On a par exemple Ahmed Gassed qui est déclaré libéré par Massu, alors que la presse a décrit son exécution sur la voie publique. Massu corrige illico sa réponse. On a des gens qui sont déclarés libérés par le général Massu et détenus par Madame Massu. On a des gens qui sont censés être à Paul Cazel, qui sont en fait inconnus à Paul Cazel. Bon, bref. On répond aussi très souvent par des libérations douteuses, des évasions en grand nombre, qui se multiplient étrangement en 1957, d'évasions de lieux sécurisés, de tentatives de fuite au cours de transport, où les gens sont abattus. Et dans le cas où des gens sont déclarés abattus au cours d'un transport, il n'y a aucune enquête. Le rapport des militaires qui établit qu'on a bien fait les 3 sommations de rigueur suffit et les familles doivent se contenter de cette explication. Et souvent, on ne donne pas de lieu d'inhumation. On ne peut pas dire ou on ne veut pas dire ce qu'on sont devenus des centaines de personnes. Et dernier point, donc, le fichier en question, et c'est pour ça aussi que la préfecture d'Alger ne voulait pas le communiquer, il était destiné à changer dangereusement de nature avec le temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on allait s'apercevoir que des gens figurés dans ce fichier, avaient été effectivement arrêtés, n'étaient jamais réapparus. Donc nous avons ici potentiellement une liste de gens qui sont des disparus comme Maurice Audin. Nous réfléchissons au projet de publier cette liste, de lancer un appel à témoignages, dans des conditions qu'on précisera plus tard. On y reviendra sur l'utilisation possible de cette liste en tant que mémorial des disparus, assassinés de la grande répression d'Alger, et peut-être base de départ, de recoupement d'informations diverses. Bonsoir. Donc je vais traiter de la répression contre les communistes en Algérie entre 1955 et 1957. Alors un petit cadrage rapide sur le Parti communiste algérien. En 1954, c'est un parti qui regroupe environ 12 000 adhérents. Et sa grande particularité, c'est qu'il a environ, pour moitié de ses membres, des Algériens musulmans, entre guillemets, et pour une autre moitié de ses membres, des Français d'Algérie, mais qui s'identifient comme Algériens. En tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Il s'agit donc, à la veille de l'insurrection algérienne, de la deuxième force politique parmi les colonisés algériens. Mais après quelques mois de guerre, les effectifs de militants actifs du Parti communiste algérien se réduisent du fait de 3 facteurs. D'abord le passage à la clandestinité, ensuite un certain nombre de désengagements d'individus, soit qui ne souhaitent plus militer, soit qui vont passer au Front de Libération Nationale, donc au FLN. Et puis 3e facteur, la répression. Alors c'est à cette répression anticommuniste que je vais m'intéresser, en montrant qu'elle obéit à une chronologie et à des logiques qui sont propres, même si elle a des points communs, cette répression, avec la répression contre les nationalistes algériens et puis avec la répression contre la population algérienne en général. Alors je vais distinguer 2 vagues de répression anticommuniste durant la guerre, en restituant leur chronologie et leur logique, ce qui permettra de situer l'arrestation de Maurice Audin et la mort de Maurice Audin aussi. Alors la première vague répressive peut la dater du printemps et de l'été 1955. La particularité de cette vague du printemps et de l'été 55, c'est que c'est une vague répressive contre un parti qui est encore légal à ce moment-là. Puisqu'à la différence du principal parti nationaliste qui est le MTLD, qui a été dissous dès novembre 1954, et dont des militants ont été arrêtés à partir de cette date, le Parti communiste algérien a plusieurs mois de répit. Mais dès la fin de l'année 1954, au sein des autorités, s'affirme à la fois en interne et publiquement l'idée selon laquelle le PCA est un acteur de l'insurrection, ou du soutien à l'insurrection, ou qu'il pourrait devenir un acteur de l'insurrection. Alors, rapidement, cette idée, elle repose sur 3 éléments principaux. D'abord, elle repose sur des prises de position de communistes qui sont connues des autorités. Fin 54, début 55, plusieurs dirigeants du PCA soutiennent verbalement, soit dans des réunions privées, puis dans des réunions publiques, l'insurrection. Deuxième élément, cette idée repose sur des informations qui circulent à partir du printemps 55, informations selon lesquelles des membres du Parti communiste algérien sont montés au maquis, et selon lesquelles la direction du Parti communiste algérien va entraîner le parti dans l'action armée, et dans le soutien matériel à l'insurrection. Cette décision du PCA sera actée lors du comité central de juin 55, donc qui entraîne le parti dans la lutte armée.
ou dans le soutien à la lutte armée. Enfin, l'idée selon laquelle le PCA est un acteur de l'insurrection, elle repose sur un anticommunisme qui est largement répandu au sein des autorités civiles comme militaires. Alors, parmi les autorités, finalement, certains croient sincèrement que le Parti communiste algérien a joué un rôle déclencheur dans l'insurrection ou qu'il joue un rôle moteur dans l'insurrection. Et puis, il y en a d'autres qui vont plutôt mobiliser cette idée stratégiquement pour se débarrasser des communistes et puis pour inscrire l'insurrection algérienne dans la guerre froide, ce qui peut permettre d'obtenir des soutiens au niveau international. Alors, cette première vague de répression administrative, elle est rendue possible par ce qu'a montré Sylvie Thénault tout à l'heure, c'est-à-dire la loi sur l'état d'urgence d'avril 1955. Elle va se manifester par deux volets. D'abord, des mesures contre des militants communistes, des mesures qui vont s'appuyer sur des fichiers qui existaient bien avant la guerre, notamment un fichier de 1952 qui faisait la liste, je cite, des militants communistes dangereux du point de vue national qu'il conviendrait de mettre rapidement en état d'arrestation préventive en cas d'événements graves. Donc les choses sont claires, dès 1952. Alors c'est quoi ces mesures? Mesures administratives, l'internement administratif, l'interdiction de séjour dans un ou plusieurs départements d'Algérie, et puis l'expulsion du territoire algérien. Au printemps et à l'été 55, ces mesures elles vont toucher quelques dizaines de communistes. À la même époque, il y a au moins 1000 militants nationalistes, supposés ou réels, qui sont touchés par ces mesures. Il n'y a aucun systématisme à ce moment-là dans ces mesures anticommunistes, parce que la plupart des dirigeants du Parti communiste ne sont pas inquiétés au printemps et à l'été 1955. Par contre, ce qui apparaît tout de suite, c'est un traitement différencié selon le statut juridique. On pourrait dire selon la race, entre guillemets.